bonsoir à tous. Alors la discussion philosophique avec les enfants, mais pas que avec les enfants. Vous allez voir que vous voyez que j'ai nommé cette présentation la discussion philosophique outil de formation, parce que je pense qu'on peut mener des discussions philosophiques avec les enfants. C'est sûrement plus paradoxal, puisque jusqu'à présent on pensait que la philosophie était réservée à des gens plus vieux. Mais donc c'était un petit peu paradoxal de parler de philosophie avec les enfants. Et c'est pour ça que cette accroche est sûrement n'est pas passée inaperçue auprès d'un certain nombre de personnes, quoique les choses se développent progressivement, mais pendant des années c'était un petit peu tu. Mais je pense maintenant, de plus en plus, parce qu'on me le demande aussi, que la discussion philosophique peut être menée dans d'autres cadres, et pas seulement avec des enfants. Je voudrais commencer cette intervention par 2 citations. Il faut savoir écouter les conférenciers brillants qui nous précèdent. La première citation, c'est « Toute philosophie est autobiographique et autojustificatrice ». Alors bien évidemment, tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent semble démontrer la justesse de cette citation, et bien évidemment, ce que je vais vous dire aujourd'hui ne déroge pas à cette règle, à cette phrase que je mets en exergue. Elle n'est pas de moi, elle est de notre ami Frédéric Nietzsche, Nietzsche, vous voyez pas comment on dit Nietzsche, non, pas très germanophone, et elle a été remise au goût du jour par notre ami Michel Onfray. Alors là, je plaisante un peu moins quand je dis notre ami, parce que je le connais personnellement. Voilà. Puisque je suis de Caen, et que quand j'ai commencé à animer des moments de discussion philosophique, j'ai cherché forcément des philosophes de renom qui seraient susceptibles de discuter avec moi, voire de parler de ces pratiques-là qui étaient complètement inconnues à cette époque-là. C'était dans la deuxième moitié des années 90. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Quelques-uns quand même. Et donc, j'ai contacté Bernard-Henri Lévy. Enfin, quelques autres, André Poncepoint. Aucune réponse, sauf de Sylviane Agazinski, qui avait tenté un petit quelque chose du même genre quelques années avant, un mot sympathique. Et un jour, je découvre donc que Michel Onfray s'intéresse déjà à ces pratiques-là. Et qu'en plus, il habite la même ville que moi, donc c'était assez commode de pas changer. Et du coup, on est devenus proches, voire amis. Et une deuxième citation, « L'homme est la mesure de toute chose », qui s'inscrit en faux par rapport à ce que Platon pouvait dire, hein, il y avait un juste, un vrai, un beau en soi, et que chacun devait tenter d'y accéder, souvent par l'intermédiaire d'un philosophe. Pourquoi pas d'un philosophe roi, ce que je ne suis pas, bien sûr. Et c'est Protagoras d'Abdère, un contemporain de Platon, de l'Antiquité, mais qui fait partie plutôt de l'école des sophistes. Mon parcours, très rapidement, parce que toute philosophie est autobiographique, il ne faut pas en faire trop non plus. J'ai été instituteur. Alors, sur le petit programme que vous avez, pendant 12 ans, il y a une petite confusion dans les dates. En fait, j'ai été instituteur pendant 40 ans. Parce que j'étais instituteur vous le voyez, c'est écrit de 1977 à 2015, mais en fait, comme j'étais de l'ancienne génération, qui rentrait à l'école normale à l'âge de 18 ans, ça a compté de mon anniversaire l'anniversaire de mes 18 ans. Ceux qui calculent vite peuvent donc savoir en quelle année je suis né, sous quelle étoile. Et ensuite, après avoir été donc, enfin, dire ensuite, c'était une continuité, parce que je me suis toujours intéressé, pendant mon parcours d'instituteur, à des dispositifs pédagogiques qui permettaient aux enfants de discuter entre eux. Mais de discuter comment, souvent, ou de discuter de quoi, plutôt, discuter comment, c'est assez simple, hein, on se met en cercle, ou à la limite, on garde la disposition habituelle de la classe, c'est pas un problème, hein, parce que en cercle, c'est difficile dans les classes, hein, on est souvent en rectangle, et quand vous êtes sur un rectangle, vous ne voyez pas facilement les gens qui sont sur le même côté que vous, mais bon, c'est un détail. Discuter de quoi? Souvent, dans les dispositifs pédagogiques que j'ai utilisés, la pédagogie institutionnelle, pour ceux qui connaissent, on parle des événements de la classe, du programme, de ce qu'on peut mettre en place pour que la classe se déroule mieux, des équipes de travail, la gestion des conflits, etc. Et puis un jour, donc en 1998, après 20 ans de pratique en classe quasiment, j'ai commencé en 1977, donc, je découvre un stage d'initiation à la philosophie pour les enfants qui présentait la démarche Lippmann. Matthew Lippmann, un nom important à retenir, philosophe pragmatiste nord-américain, la région de Boston, qui a été le premier à dire mes élèves, en tant que professeur de philosophie, je ne suis
pas professeur de philosophie, je parle à la place de Lippmann, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Hein. Mes élèves, donc, ont des lacunes en philo. Comment faire pour qu'ils en aient un peu moins? Les élèves qu'il avait, lui, là, on a les études de philo, c'est-à-dire à partir de 18 ans, quelquefois seulement à 18 ans, 18 à 19 ans, l'équivalent de l'année terminale. Eh bien, on va commencer plus tôt. Mais alors, franchement, plus tôt, c'est-à-dire à 3 ans, dès l'apparition du langage. En 2002, fort de cette expérience que j'ai mise en pratique très vite, j'ai participé à la création de l'Université populaire de Caen avec mon ami, camarade Michel Onfray. Donc, c'est une de ses initiatives. Quand il a quitté l'enseignement, il était prof de philo aussi, il s'est dit, je veux encore enseigner, mais plus sous le regard de l'institution. Il a donc créé cette université populaire qui est une université libre. Il vient qui veut, rien d'exigé à l'entrée, rien de délivré à la sortie, et c'est gratuit, bien évidemment. Et il m'a dit, plutôt que rester anonyme dans la foule des gens qui viendraient assister à nos cours, pourquoi ne venez-vous pas mettre en place un atelier de discussion philosophique avec les enfants, ce que j'ai accepté. Il m'a obligé ensuite à écrire un livre qu'il a gentiment préfacé, qui s'appelle La raison puérile, édité chez Labor, qui est un éditeur belge, pas une blague du tout, mais l'éditeur a fait faillite l'année qui a suivi la parution de mon livre. Alors, n'y voyez pas nécessairement un rapport de cause à effet, n'est-ce pas? Voilà. Et en ce moment, je suis en train de rédiger une nouvelle mouture de ce même livre qui tient compte de l'évolution de mon parcours depuis cette époque-là, parce que vous allez voir dans la suite que ma façon de concevoir les ateliers de discussion philosophique n'est pas figée, mais qu'elle est évolutive. Un bref historique de ces démarches, parce que bien sûr, c'est pas, encore une fois, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas quelque chose que j'ai inventé seul. Donc, on a d'abord eu les travaux de Lippmann, philosophe nord-américain, autour des années 70. Et puis, en 1998, il a fallu un petit moment quand même pour que les autorités se rendent compte qu'il se passe quelque chose d'intéressant là, dans ces moments de discussion philosophique avec les enfants. L'UNESCO réunit un comité d'experts qui s'intéresse exclusivement à ce moment-là à la démarche Lippmann, qui est la seule vraiment connue, alors que d'autres commençaient à émerger. Et ce rapport d'experts contient cette citation que je me plais à redire, parce que les enjeux de la philosophie avec les enfants et avec d'autres personnes sont entièrement contenus dans cette citation. Je vous la lis donc. Au-delà de toute participation d'ordre médiatique à une nouvelle vogue, l'intérêt de la philosophie pour les enfants rentre dans les préoccupations fondamentales de l'UNESCO en vue d'une promotion d'une culture de la paix, de lutte contre la violence. Le fait que les enfants acquièrent très jeunes l'esprit critique, l'autonomie à la réflexion et le jugement par eux-mêmes les assure contre la manipulation de tous ordres et les prépare à prendre en main leur propre destin. Wow. En 2003, grâce à l'Université populaire de Caen, nous participons, Michel et quelques amis, philosophes et moi, nous sommes de l'aventure, à une table ronde organisée par l'UNESCO de la philosophie populaire. On sent l'influence de Denis Diderot, le philosophe français des Lumières, du XVIIIe siècle, qui avait dit « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». En 2004, l'UNESCO toujours nous demande d'animer une table ronde, cette fois sur la philosophie avec les enfants, la philosophie et les jeunes esprits. Un premier colloque, ce colloque qui réunissait tous ces praticiens-chercheurs qui s'étaient mis dans la deuxième moitié des années 90 en France à pratiquer la philosophie avec les enfants, avec différentes méthodes, hein, pas seulement la démarche Lippmann. Ce colloque, qui était itinérant depuis le début des années 2000, est accueilli à l'UNESCO. Donc ce premier colloque est accueilli à l'UNESCO le jour de novembre, c'est un jeudi de novembre, le jour d'arrivée du Beaujolais nouveau, ça n'a rien à voir, où l'UNESCO fête au niveau international, au niveau planétaire, la philosophie. Eh bien, ce colloque est accueilli pour la première fois en 2006 à l'UNESCO, et il s'y tient toujours, tous les ans, régulièrement. Et enfin, en 2015, il faut le savoir, dans les instructions officielles de l'école en France, on parle pour la première fois de discussions philosophiques dans le domaine de l'ECM, l'éducation civique et morale. C'est-à-dire que tous les enfants de France et de Navarre, à l'école élémentaire et au collège, devraient rencontrer de façon régulière des moments où on leur propose de discuter philosophiquement de différents sujets. C'est dans les instructions officielles depuis juin 2015, c'est pas très vieux. Et en 2015 encore, en septembre, à l'UNESCO, j'insiste, avait eu un rôle considérable dans la promotion de ces pratiques. À l'UNESCO est créée une chaire de philosophie pour enfants qui s'appelle la pratique de la philosophie avec les enfants, une base pour le dialogue interculturel et la transformation sociale.
L'inauguration officielle en a eu lieu en novembre 2016, vous voyez que c'est tout récent. J'insiste sur la transformation sociale, c'est une façon de boucler la boucle. Matthew Lipman disait « Il nous faut philosopher avec les enfants dans le but, dans l'espoir de générer des changements sociaux. » Quels intérêts, allez-vous me dire? Tous les enfants, nous semble-t-il, à nous à l'Université populaire de Caen, l'école philosophique que nous représentons, tous les enfants naissent philosophes, seuls certains le demeurent. Ça signifie que ceux chez qui on n'entretient pas vivace cette flamme du questionnement philosophique, on risque de tuer chez eux le philosophe dans l'œuf. Grosse responsabilité de tous les éducateurs. Je ne culpabilise personne. Entendons-nous bien, hein, parce que ce discours peut être facilement entendu comme un discours culpabilisateur pour les éducateurs privés, publics, la famille, les parents, l'université, etc. Une prise de conscience, simplement. Hein. Les enfants ont cette potentialité en eux. Essayons de réfléchir pour voir comment on peut maintenir vivace cette flamme. C'est une phrase de Michel Onfray. Il s'agit donc de maintenir vivace cette flamme. Ça peut être fait à l'école, ça peut être fait dans les médiathèques, ça peut être fait dans les familles, ça peut être fait dans les centres culturels, dans plein d'endroits différents. Il s'agit de maintenir vivace la flamme du questionnement, pour former des individus autonomes, c'est-à-dire capables de se régir par les lois qu'ils se donnent eux-mêmes. C'est l'étymologie du mot autonome. Je bâtis moi-même les lois qui me régissent. Bien évidemment, pas de tentation solipsiste. Il ne s'agit pas de bâtir son propre code moral, puisqu'on discute en groupe. Ça veut dire que les normes, les lois que je me donne, ne peuvent contrevenir à celles que c'est un processus de discussion donc, qui est essentiellement démocratique. Je vous rappelle que l'essence de la démocratie, ce n'est pas le vote, c'est la discussion. Donc former des individus autonomes, aptes à prendre en main leur destin et à transformer le monde pour le rendre meilleur, on retrouve exactement la citation de l'UNESCO que je vous disais tout à l'heure. Et bénéfice collatéral, mais pas que collatéral, il s'agit de développer les habiletés langagières, donc les habiletés de penser. Si on n'a pas les mots pour penser l'abstrait, pour penser la généralité, pour penser les concepts, si on n'a pas le mot liberté, si on n'a pas le mot amour, si on n'a pas ces mots-là, enfin tous les grands mots que vous connaissez, qui peuvent vous venir à l'esprit, ils ne peuvent pas être pensés non plus. Maintenant, comment procéder? Il faut savoir que les démarches sont diverses. Je vous ai parlé à plusieurs reprises, je parle moins vite, je vous ai parlé à plusieurs reprises de la démarche de Matthew Lipman, ce philosophe américain qui est mort maintenant, il est mort en 2010, qui était une démarche assez particulière, basée sur des romans que lui-même avait écrits, ce qui signifiait, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné cette démarche, ce qui signifiait que, puisqu'on part à chaque fois, dans chaque moment de discussion, d'un livre, on risque ou d'un extrait de livre, un roman en l'occurrence, qui a écrit, on risque de développer chez les enfants et chez les participants aux ateliers de discussion philosophique l'idée qu'il n'est de philosophie que si on est en présence d'un livre et d'un adulte estampillé philosophe. Moi, je prends le contre-pied inverse. Je prends cette posture à contre-pied absolument parce que je pense que nous sommes tous philosophes et que la vérité, m'a dit un jour Michel Onfray, n'est pas dans les livres, mais qu'elle est dans la vie. Mon choix à moi est donc de ne pas nécessairement partir d'un livre, d'éviter ce côté systématique de la démarche Lipman, mais d'initier un dialogue socratique libertaire. Donc comment je procède? Je demande simplement aux participants qu'ils trouvent chacun un mot fort. Alors très vite, les enfants comprennent qu'il vaut mieux dire amour, mort, amitié, travail, liberté, égalité, souvent, que la bifoute, le trottoir, encore que. Michel dit souvent, et d'autres aussi, qu'il n'y a pas de questions proprement philosophiques, il n'y a que des traitements philosophiques de toutes les questions possibles. On peut interroger philosophiquement la bifoute, je ne vous en ferai pas la démonstration ici, mais on pourra faire un groupe de travail. Donc chacun trouve un mot fort. À partir de ces mots forts, voilà, encore une fois, on comprend très vite, les enfants comprennent vite, les enfants comprennent qu'il s'agit de mots tels que ceux que j'ai évoqués. On bâtit des questions à partir de ces mots. Donc à partir du mot mort, par exemple, on va plutôt bâtir une question à visée universelle, en évitant les noms propres, ça c'est des consignes que je donne, ou les pronoms comme je, tu et vous, avec il et nous, c'est demande plus d'attention. À partir du mot mort, on va plutôt poser la question pourquoi meurt-on que comment Henri IV est-il mort? L'une de ces questions est choisie au moyen d'un vote,
Et cette question qui est choisie devient d'une certaine façon l'expression de l'inconscient collectif du groupe réuni à ce moment-là. Toute philosophie est autobiographique. Donc si moi j'apporte ma question, elle sera sûrement autobiographique pour moi, mais rien ne garantit qu'elle le sera pour vous. Et ensuite s'instaure un moment de discussion qui est démocratique et libertaire. L'initiateur que je suis vise sa disparition. L'idéal, c'est qu'à un moment donné, je puisse sortir de la pièce, aller faire ce que je veux, revenir, et, comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon instant? Spécial, on a continué comme ça. Voilà. C'est ça. Parce que ce que nous voulons, c'est que les enfants deviennent autonomes, que les participants à la discussion philosophique deviennent autonomes et qu'ils n'aient plus besoin que quelqu'un leur dise maintenant c'est de la philo et quand je serai parti, ça sera plus de la philo. Toute discussion est suivie d'un moment de bilan et c'est grâce à ces bilans que petit à petit, dans les groupes que je menais en classe et à l'Université populaire de Caen, j'ai pu abandonner le texte de Lippmann qui nous est apparu, qui est apparu aux discutants, aux enfants qui étaient là, finalement un petit peu superflu dans la mesure où on pouvait tout à fait, ont-ils proposé un jour, au moment de ces bilans, on pouvait tout à fait proposer des questions qui étaient issues des séances précédentes, donc de corpus. Et donc c'est comme ça que petit à petit, vous voyez, un dispositif évolutif remis entre les mains des enfants, voilà comment petit à petit j'en suis arrivé à la démarche que je mène actuellement, qui est donc libertaire, puisqu'on part des idées des enfants, mais qui peut aussi, à d'autres moments, s'exercer sur des œuvres d'art, sur des événements d'actualité, et parmi ces œuvres d'art, bien évidemment, des œuvres de la littérature. J'aimerais qu'on pense à généraliser donc ces pratiques-là, qu'on peut pratiquer à l'école et dans d'autres lieux de culture, des médiathèques, etc., je l'ai déjà dit, viser d'autres publics. J'ai commencé récemment une série d'ateliers de discussion philosophique dans un centre de détention. Je vous livre les deux questions qui ont été proposées selon ce modèle pendant les 2 dernières séances, enfin, qui étaient en fait les 2 premières. Hein. Qui sommes-nous pour juger? La violence gouverne-t-elle le monde? Quand je dis que toute philosophie est existentielle, on peut donc aussi discuter philosophiquement en communauté hétérogène en âge, des enfants, des adolescents, des adultes. Ça peut se pratiquer, je l'ai fait, et employer les habiletés développées dans toutes les situations face à n'importe quel support. Une conclusion provisoire. Vous voyez que nous sommes dans une posture qui défend une pratique de la philosophie très différente de ce qu'on dit actuellement en terminale, et dans les facs de philo. Je vous la laisse lire. La plupart des gens s'imaginent que la philosophie consiste à discuter du haut d'une chaire et à faire des discours sur des textes. Socrate ne faisait pas disposer des gradins pour les auditeurs. Il fut le premier à montrer que, en tout temps et en tout endroit, dans tout ce qui nous arrive et dans tout ce que nous faisons, la vie quotidienne donne la possibilité de philosopher. Je pense que ça résume assez bien tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Plutarque. Merci.